Bonjour tout le monde, on va y aller avec la correction du laboratoire 15A puis 15B. Fait qu'on avait déjà vu donc ensemble la mise en situation. On avait donc déjà tout écrit, nos petites affaires donc au début là, du laboratoire, donc les questions pré-laboratoire. Donc on se rappelle que le but là, c'était de développer donc une technique d'aller donc calculer la vitesse expérimentale d'une réaction avec deux méthodes, une méthode en A, une méthode en B. Donc notre but là, c'est que on allait tout simplement donc faire réagir un petit morceau de magnésium, on se rappelle 0,04 g de magnésium avec beaucoup un surplus de HCl qui va donner donc une solution aqueuse et un dégagement donc gazeux donc qu'on a récolté de H2. Donc là, on avait identifié donc quels étaient les réactifs. Donc, ça, c'est des questions un peu là, bizarres, là, un peu non. Les réactifs, ben, on copiait ça ici. Les produits, ben, c'est sûr que c'est ça ici, donc pour les produits. On peut les écrire là, tels quels, là, finalement, donc Mg solide, puis ainsi de suite. Puis on nous dit, on nous avait demandé donc au numéro 3, ça c'était déjà fait, qu'arrive-t-il à la quantité de réactifs au cours de la réaction? Ben, la quantité de réactifs diminue puisqu'elle va se transformer donc, en produit. Fait que si on nous demande donc de l'autre côté qu'arrive-t-il à la quantité des produits, bien, c'est le contraire, ça augmente parce qu'ils sont formés. Numéro 5, on nous demande qu'est-ce que la vitesse d'une réaction. Bien, ça correspond finalement à la quantité soit de réactifs ou de produits donc qui sont transformés ou formés en fonction du temps. Ça, c'était déjà fait. On voulait savoir donc différentes façons d'aller calculer la vitesse. Fait que la vitesse, ben, on peut aller la calculer avec la variation de la masse, comme la variation de la masse du magnésium en fonction du temps. On peut y aller donc en variation de volume, admettons millilitres, en fonction du temps, c'est le nombre de millilitres. On peut y aller donc aussi en pression, kilopascal, en fonction du temps. Nous, on va davantage y aller donc, en millilitres, donc la quantité de H2 qu'on va récolter dans notre burette à gaz en fonction du temps. Puis en fonction du magnésium, bien, la quantité de magnésium là, que finalement qu'on va avoir perdu en fonction du temps. On peut y aller aussi donc en concentration molaire, mol par litre par seconde, donc en fonction du temps. Ici, ben, ça serait des grammes par seconde qu'on aurait pu écrire. Puis ici, des millilitres par seconde. Ici, des kilopascales par seconde. Puis ici, ben, nombre de particules, ben, ça serait probablement donc aussi le nombre de moles, donc en fonction du temps. Fait qu'il y a plein de manières pour aller calculer donc, la vitesse. Nous, on va s'arrêter donc à 2. Donc, comme j'avais dit donc tantôt. Comment pourriez-vous déterminer la vitesse de réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique? Ben, c'est tout simplement en allant déterminer donc, la masse de magnésium qui aurait complètement réagi donc, en fonction du temps. Donc, si je veux y aller donc, en fonction du magnésium. Puis, si je veux y aller donc aussi donc, en fonction de l'hydrogène, ben, ça serait donc la quantité d'hydrogène que j'aurais récolté donc, en fonction du temps. Fait qu'on a plusieurs donc, réponses possibles. Numéro 8, quelles sont les autres variables que vous devez tenir compte? Ben, c'est la quantité de matière utilisée. Donc, je cherche donc, combien on avait donc, au début puis à la fin. Et le temps de réaction que je vais prendre en note aussi, que je vais aller calculer avec mon chronomètre. Nous, ben, on s'était dit hein, que la solution acide, ben, on utilisait 50 ml. Sa concentration était de 0,7 donc molaire. Puis, ben, notre petit protocole, vous là, il était corrigé donc déjà au préalable. On avait déjà donc noté qu'est-ce qu'on savait donc au début, qu'on faisait réagir 0,04 g de magnésium. Le magnésium, hein, c'est le magnésium donc solide dont on parle. Puis à la fin de la réaction, ben, c'est sûr qu'il ne restera plus puisque la réaction va être complète. Fait que ça, on peut déjà écrire ça. Le volume de gaz, notre gaz, là, c'est du O2 gazeux, donc recueilli. Bien, au départ, j'en ai pas donc, de recueilli, il n'y en a pas de formé, puisque le H2 il est au niveau donc, des produits. Puis à la fin, bien, on va noter la quantité totale qu'on a récoltée. Nous, on va travailler avec 41,1. Et on va noter aussi la variation du temps, le temps de réaction, comment ça a pris au total pour ramasser cette quantité de H2-là, puis pour que j'ai pu, par la même occasion, de magnésium solide. En passant, je vais trop vite, vous pouvez peser sur pause, peu importe. Quand j'ai fait l'expérience, moi, ça devait être à la fin de l'année, la température de la classe était de 26. Vous, probablement, donc avec vos résultats, la température de la classe en général là, tourne aux alentours de 22.
Puis la pression donc atmosphérique ce jour-là, quand je l'ai fait, était de 103,7. Je vais voir sur mon baromètre. Nous, la pression donc dans la classe est environ de 101, donc kilopascal. Fait qu'on va aller faire nos petits calculs ensemble. Fait qu'il faut commencer par aller calculer la vitesse de réaction pour chacune des méthodes choisies. Puis on veut l'avoir absolument en mol par seconde. Fait que si je veux avoir ma vitesse, en passant, la vitesse, hein, c'est tout le temps la variation de quantité de réactif ou quantité de produit, là, on s'en fout, divisé donc par le temps. Bien, ma quantité, je la veux en mol. Je vais aller calculer mon nombre de moles avec ma petite formule qu'on connaît depuis le début de l'année. Fait que la masse de magnésium, c'est 0,04 g, divisé par la masse molaire dans mon tableau périodique TP du magnésium, qui est 24,31. Et ça va nous donner notre nombre de moles. Notre nombre de moles, bien, on va rentrer ça dans notre formule ici de la vitesse. Je divise par le temps total que ça m'a pris. Et j'ai ma vitesse, 9,43 fois 10 exposant moins 6 moles par seconde. Je vais faire la même chose, parce que ça, c'est en fonction du magnésium. Hein. J'ai vraiment utilisé donc, mon magnésium solide, donc la quantité de magnésium là, qui a réagi. Je peux aller refaire la même chose, mais avec mon dihydrogène gazeux que j'ai récolté. Fait que là, ben, c'est clair que je ne peux pas utiliser la même formule pour aller chercher mon nombre de moles là, que tout à l'heure, la petite formule de base qu'on utilise toujours. Vu que le H2 est un gaz, ben, je vais utiliser ma formule de mon chapitre 2, PV est égal à nRT. Je vais aller isoler donc mon petit N, et là, ça va être facile. Je vais prendre, oups, ça est descendu. Désolé, je vais prendre donc la pression de la classe. Là, je vais changer de couleur, vous ne savez pas. La pression de la classe fois le volume récolté. Faites attention, hein, le volume récolté, là, j'ai dû le diviser par 1000 pour passer de millilitres à litre. Je divise par mon R fois, donc ici, divisé aussi par ma température. Et on se rappelle que pour les gaz, hein, la température, je ne laisse pas ça donc, en degrés Celsius, je mets ça en Kelvin. Puis, ben, pour transférer de degrés Celsius à Kelvin, si on se rappelle, plus 273 que je vais avoir à calculer. Je divise tout ça, je fais attention, si je fais ça tout d'une traite là, dans ma calculatrice, là, je vais me mettre des petites parenthèses ici pour respecter les propriétés d'opération et je vais avoir mon nombre de moles. Mon nombre de moles, ben, c'est sûr que je le mets donc ici. Ça correspond un petit peu donc à la même quantité de moles là, que j'ai en haut. Je divise donc par mon temps, le même temps, et j'ai donc ma réponse ici. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, là, c'est 9,43 fois 10 exposant moins 6. 9,7 fois 10 exposant moins 6, vu hein, que notre équation de départ est dans la même proportion. Pardon, j'ai le nez bouché, là. J'ai comme des allergies, ce qui fait en sorte que je vais avoir donc la même vitesse, sensiblement, donc expérimentale. Numéro 1, comment avez-vous mesuré la quantité de réactifs ayant réagi dans ce laboratoire-là? J'ai noté la masse de magnésium au début, je l'ai laissé agir jusqu'à la fin, complètement, jusqu'à temps qu'il ne me reste plus de magnésium pantoute, jusqu'à temps que je ne vois plus finalement d'effervescence. Numéro 2, comment avez-vous mesuré la quantité de produits formés dans le laboratoire? Bien, j'ai noté le volume de gaz recueilli dans ma burette à gaz. Puis, ben, pour m'aider à calculer PV est égal à nRT, j'ai noté la pression et la température de la classe. Et voilà. Ensuite, numéro 3, on n'écrira pas tout ça. Est-ce que la vitesse de réaction calculée en fonction des réactifs est la même que celle calculée donc, en fonction des produits? Bien, j'espère bien. Fait qu'on va aller écrire oui. Donc, on écrit là, les deux vitesses sont à peu près donc, les mêmes parce que, tu sais, ils se font au même rythme. Donc, le rythme de disparition des réactifs, c'est censé donc être le même que le rythme d'apparition des produits. C'est censé être le même. Là, je vais vite, mais vous, là, vous pouvez très bien donc peser sur pause pour noter vos choses. Numéro 4, quel est nommé un des avantages de la technique donc utilisée. Ben, ça permet finalement de mesurer la vitesse de deux façons. C'est une technique qui est quand même assez facile donc à réaliser. C'est simple, c'est quand même peu coûteux, donc ça ne nous demande pas beaucoup d'échantillonnage. 0,04 g de magnésium, c'était pas si pire que ça, 50 ml finalement de HCl. Fait que c'est peut-être dans le fond là, une technique
facile. Nommer l'un des inconvénients de la technique donc utilisée, ben, en général, ben, c'est que la réaction, elle peut se faire rapidement, puis ça se peut que j'ai de la difficulté donc, à noter donc, mon temps. Donc, ça se peut aussi que je ne possède pas donc, tout le matériel avec le bac d'eau, mais en général, là, ça se fait quand même assez bien. Puis, ben, là, ils nous disent que ce n'est pas toujours facile de mesurer avec précision le volume de gaz produit. Ben, nous, avec un bac à gaz, là, ça allait quand même donc, assez bien. Fait que si on possède donc, les instruments, là, ça va quand même assez bien. Si on veut se trouver donc, un inconvénient, ça pourrait être que la réaction donc, est un petit peu donc, rapide, donc parfois, puis ben, c'est peut être difficile si on n'est pas donc, bien équipé de récolter donc, le gaz. Ensuite de ça, désolée si ça coupe, là, des fois j'ai des élèves qui arrivent dans ma classe. Fait que numéro 6, quelles sont les variables que vous devez contrôler durant cette expérience pour ne pas avoir une source de biais? Bien, on doit contrôler la température et la pression de la classe. On espère là, que la température et pression de la classe restent constantes tout le long. Donc, ça me surprendrait là, que ça puisse bien, bien varier, mais c'est des causes d'erreur. Quelles sont justement donc d'autres causes d'erreur, les causes d'erreur possibles dans ce laboratoire-là? Fait que la précision de tous les appareils qu'on a utilisés. Avec les appareils qu'on a utilisés, bien, c'est sûr, on a mesuré avec l'aide d'une burette à gaz. On a mesuré notre 50 ml d'acide, donc avec un cylindre gradué. Après ça, on a pesé notre 0,04 g de magnésium avec l'aide d'une balance. Balance, oh boy. Donc, avec l'aide d'une balance, bien, c'est sûr que ce n'est pas nous là, qui l'avions fait parce que pour sauver du temps, c'est le technicien qui l'a fait. Mais c'est une source, donc c'est clair que c'est une cause d'erreur aussi. Donc, balance, précision de la balance. Puis il y a l'effet de parallaxe, donc ça marche aussi. Il y a aussi le temps de réflexe, donc avec le chronomètre, donc aussi la précision, donc aussi donc, du chronomètre. Fait qu'il y en a vraiment, vraiment plein. Donc, en autant qu'on écrit le 4, c'est bien, bien, bien correct. Numéro 8, comment pourriez-vous améliorer le protocole de ce laboratoire-là? Utiliser une balance plus précise, donc répéter l'expérience donc plusieurs fois. Je pourrais utiliser donc avec de l'acide plus concentré, utiliser avec un autre type de réaction qui dégage, admettons, du gaz. Fait qu'on aurait pu améliorer de même manière. De l'autre côté, donc si on s'en va de l'autre bord, là, je n'ai pas changé pantoute de page, c'est la partie B. Fait qu'on garde la même expérience, c'est juste que je vais aller chercher la vitesse de réaction donc en fonction du temps, mais d'une autre manière. Fait que le but, ben, c'est encore déterminé, ça c'était pas fait donc pour nous, de quelle façon la vitesse de réaction varie donc, en fonction du temps. Numéro 1, la variable indépendante, c'est le temps, ou la variation du temps. La variable dépendante, c'est la vitesse, donc petit v, puisque grand V, donc ça veut dire volume. Les autres variables qu'on doit tenir compte, faire attention, c'est la quantité de réactif. Mon hypothèse, c'est je crois que la vitesse de réaction diminuera en fonction du temps, parce qu'il va y avoir de moins en moins de réactifs pour réagir. Et en passant, si, admettons, je vais trop vite, là, vous pesez tout simplement, donc sur pause. Ici, on était censé recueillir nos résultats, donc à toutes les 30 secondes. Là, c'est sûr que vous, là, probablement que ça allait un petit peu plus loin. Là, fait que après 30 secondes, comment on avait donc de volume formé, prenez bien soin d'écrire 0, 0, 0, parce qu'au départ, pour un temps de 0, j'avais 0 ml de H2 de récolté. Et comment on va faire pour aller calculer donc la vitesse? Le petit calcul, là, le calcul ici là, pour la vitesse, là, donc on va aller, puis on se rappelle que vitesse, hein, c'est toujours la quantité soit de réactif ou de produit. Dans ce cas-là, -là, c'est le produit ou la variation donc, de quantité de millilitres récoltés en fonction donc, du temps. On va aller faire nos petits calculs donc, de l'autre côté. Ensuite de ça, un coup que ça va être fait, ben, on va aller faire nos petits calculs. Donc, tout de suite, je vais juste vous montrer là, comment que ça marche. Fait qu'on s'en va à la page donc, précédente. Fait que nous, ben, pour calculer la vitesse en fonction du H2, ben c'est sûr qu'on a calculé la variation de volume récolté en millilitres en fonction du temps, donc en secondes. Fait que là, on sait que pour la première tranche de 30 secondes, c'est sûr que variation de volume, c'est le volume final moins le volume initial, puis je divise par la variation du temps. La variation du temps, de toute manière, c'était à toutes les tranches de 30 secondes qu'on récoltait nos données, fait que ça va toujours être divisé par 30, et ça nous donne notre premier résultat dans le tableau. On fait ça donc avec la deuxième, finalement, là, partie, donc pour les deuxièmes, là, finalement, là, 30 secondes.
Fait qu'on avait une variation qui passait de 6,2 millilitres jusqu'à 13,7 millilitres. Fait qu'on soustrait donc les deux. On sait que la vitesse, hein, c'est tout le temps donc, la valeur donc, absolue. Fait que si on fait le contraire, 6,2 moins 13,7, ça ne dérange pas pantoute. Même le temps aussi, donc c'est par tranche de 30 secondes. Et ça nous donne, tiens, un temps ici qui va être de 0,25 millilitres par seconde. Donc 0,21, 0,25. Ici, on calcule la vitesse pour l'autre tranche de 30 secondes. Fait qu'on a passé de 13,7 millilitres, on s'est rendu à 22,2 millilitres. Fait que si je divise, je soustrais, je divise, bien, ça me donne 0,28. Fait qu'on voit que la vitesse donc augmente. Ici, même chose. Pour l'autre tranche de 30 secondes, puis là, on fait ça jusqu'à temps que notre tableau là, soit fini. Donc, on a passé de 22,2 millilitres à 31,8 millilitres et ça me donne donc 0,32. Avec ces résultats-là, ici, on ne pouvait pas nécessairement donc, les écrire tout de suite. Là, pour aller faire notre calcul qui avait à la page donc, précédente. Fait qu'on voit là nos calculs de vitesse donc qu'on a calculés. Fait qu'on voit que, oh, ça augmente, 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 augmente. Puis après ça, là, il va y avoir finalement donc, une diminution. Fait que si on met ça donc, dans un graphique du volume en fonction du temps, fait que je laisse dessiner ça, volume en millilitres pour l'axe des Y, en fonction du temps en secondes, donc pour l'axe des X. On peut graduer donc pour le temps en bond de 30. Là, si vous voulez y aller en bond de 30, là, ce serait peut-être plus utile là, finalement donc, pour vous. Puis le volume, ben, j'y étais donc en bond de 10. Fait qu'on voit que, oh, donc la vitesse va augmenter, augmenter, augmenter au début, super plus rapidement, pour ensuite, là, finalement, avoir donc une petite diminution donc, de la vitesse. Fait que ça, vous pouvez faire même une petite esquisse là, à main levée, là, puis c'était bien correct. Je vais aller voir si mon graphique, c'est la dernière chose dans cette page-là. Oui. Puis on s'en va ici à la discussion. Quelle est l'allure donc, du diagramme? Fait, comme je disais, donc au départ, donc si on va voir là, mon graphique, je vais vous le remontrer donc comme il faut. Je suis passée tout droit, donc il est ici. Donc on va avoir, là je l'exagère, on va avoir une espèce de S, je ne sais pas si vous voyez, là ici je l'exagère, là, une espèce de courbe donc en forme de S, parce que la vitesse n'est pas constante tout le long. On voit que ça augmentait, 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 puis là, oups, ça a l'air diminuer donc plus rapidement. Là, si finalement, donc, on continuait donc, nos calculs donc, pour la vitesse. C'est une courbe en forme de S. Et voilà. Ensuite de ça, je vais mon petit crayon. Si on continue à l'aide de votre diagramme, expliquer de quelle façon la vitesse de réaction varie. On va les séparer. Au début, la vitesse de réaction augmente. Puis, on a une espèce de courbe là, ascendante dans mon graphique. Ensuite, la vitesse demeure à peu près donc constante. Fait que là, on va avoir ma courbe là, qui, au départ, donc augmentait vraiment, vraiment vite, qui va rester donc constante. Donc, on va avoir une ligne qui est un petit peu plus droite. Puis, finalement, la vitesse de réaction donc, va diminuer. Pourquoi que la vitesse de réaction va diminuer puis la courbe va être un petit peu plus descendante? C'est tout simplement parce qu'on va avoir de moins en moins donc, de réactifs. Fait que la réaction va se faire moins vite. Numéro 3, est-ce que la vitesse de réaction donc, est constante? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on n'a pas donc, une belle droite qui monte comme ça donc, dans notre graphique. On voit que le graphique donc, est en forme de S, puis ainsi de suite. Numéro 4, est-ce que vos calculs confirment les observations que vous avez faites à l'aide du diagramme? Oui, parce que si la vitesse donc, était constante, comme je disais, bien, le diagramme serait une belle droite. Quelles sont les causes d'erreur possibles de ce laboratoire-là? Bien, c'est clair que c'est le même labo, donc on va aller écrire que c'est les mêmes causes d'erreur. On n'ira pas donc les copier que dans le labo 15A, parce que là, présentement, là, on est dans le laboratoire 15B, mais c'est le même laboratoire. Que pourriez-vous améliorer? Donc, c'est la même chose, les mêmes améliorations que dans le labo 15A, ça c'est sûr. Puis si on s'en va donc de l'autre côté, quelle est notre conclusion? On peut s'écrire une petite conclusion de là à partir de là. Fait que je conclus que, je peux même commencer là, la vitesse de la réaction varie donc en fonction du temps. Puis c'est pas là, directement proportionnel, ce qui confirme donc notre hypothèse. Parce qu'au départ, ben, j'ai plein de réactifs. Fait que ça va vraiment, vraiment vite. Puis plus le temps avance, moins j'ai de réactifs, plus j'ai de produits. Fait que c'est clair que ça va comme ça stabiliser. Retour sur la mise en situation, on nous dit
la vitesse de production d'hydrogène était constante tout le long de la réaction, bien, la vitesse augmente au début. On voyait qu'il y avait plein de bulles là, qui étaient libérées donc, rapidement pour ensuite diminuer. Fait que je crois que la vitesse de production ne sera pas constante tout le long de la réaction. Fait qu'on peut, dans le fond, là, tout aller écrire ça, là, tout simplement. Et ça met donc un terme à notre correction du laboratoire 15A et 15B. Si là, je vais trop vite, vous pouvez revenir en arrière, puis tout simplement, donc, faisez sur pause ou peu importe. Bonne rédaction, ben, en tout cas. Donc, bonne correction de laboratoire.